Bonjour et bienvenue dans les 4V, Elisabeth Badinter. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, tout près de ce bureau où vous travaillez, où vous réfléchissez, où vous écrivez. Messieurs, encore un effort. C'est donc le titre du livre que vous venez de publier chez Flammarion Plomb. Qu'est-ce que c'est que cet effort que vous nous demandez à nous, les messieurs, Elisabeth Badinter? Oh, c'est très simple. Je demande aux hommes aujourd'hui qui ont fait des efforts déjà depuis 50 ans, je leur demande de partager les charges familiales, ménagères, au fond les charges du privé avec leur compagne. Parce que ce que vous dites en gros dans ce bouquin, c'est que dans le monde du travail, ça progresse. On n'est pas encore à l'égalité homme-femme, mais vraiment il y a des vrais progrès. En revanche, à la maison, on a encore les vieux schémas en tête et que l'inégalité la plus criante se joue à l'intérieur des foyers, dans la famille, c'est ça? Exactement. Et pour la raison que l'État ne peut pas vraiment intervenir dans la vie privée des gens. Et donc, C'est quand même mieux que l'État n'intervienne pas dans la vie privée des gens. oui, absolument. Ouais. Vous imaginez si on faisait des lois pour le partage de la vaisselle avec... bon, non, mais je pense que il y a cet effort à faire qui est un effort de justice. Et tant que cet effort ne sera pas achevé, je crois que les femmes seront de plus en plus réticentes à faire plus d'enfants qu'elles n'en font. Et elles n'en font pas assez aujourd'hui pour le renouvellement de la population. Vous en parlez aussi largement dans ce livre. Oui, mais je précise, les femmes ont tout pouvoir sur la reproduction, tout pouvoir sur leur corps, et que personne au monde ne doit les forcer à faire des enfants d'aucune façon. De nous les hommes, vous dites en sorte que nous sommes des aidants. On veut bien aider, mais rarement partager. Vous prenez l'image du travailleur principal et du travailleur secondaire. En gros, si le principal est peu dispo, passe-moi un coup de fil, je vais te filer un coup de main. C'est ça l'idée? Exactement. Ouais. Déjà, encore, c'est bien quand ça marche comme ça. Quand déjà on accepte le coup de main. C'est pas pareil partout, mais je voudrais juste préciser qu'on a des statistiques nationales sur ce que font les hommes et ce que font les femmes, mais c'est très inégal d'un foyer à l'autre. Il y a des hommes qui font beaucoup plus que d'autres, et d'autres pas grand-chose. Donc c'est une moyenne nationale, mais c'est un peu décourageant. Vous ne déclarez pas la guerre à tous les hommes. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Vous écrivez, vous avez une formule qui est assez rigolote, la capacité d'initiative ménagère ne semble pas inscrite dans notre ADN, à nous les hommes. Oui. Ce que vous nous dites aussi, Elisabeth Badinter, c'est que la maternité ne doit pas être seulement un sujet pour les mères. Et ça, c'est vrai que moi, en tant qu'homme, ça m'a interpellé. On est mère, mais on est aussi une autre personne qui est la femme. C'est-à-dire, on a, en tant que femme, des intérêts personnels, des intérêts professionnels, une volonté d'indépendance financière. Malheureusement, encore aujourd'hui, non seulement dans des pays qui ont d'autres cultures, mais ici aussi, quelque part, ça ne choque pas vraiment les hommes que les femmes fassent la double journée de travail. C'est tout simplement considéré comme normal. Il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé, moi. Dans le rapport à l'enfant, vous faites en gros deux colonnes. Hein. Faites la colonne des plaisirs et la colonne des peines. J'ai trouvé ce regard un peu clinique, voire un peu cynique. Je trouve que c'est presque une approche comptable du vivre ensemble à la maison. Mais non? c'est pas moi qui dis ça. Ce sont les femmes d'aujourd'hui qui font ce calcul des plaisirs et des peines. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis les années 70, les femmes ont la maîtrise absolue de faire un enfant. Alors, il y a ce problème, c'est que en même temps, les femmes, comme les hommes d'ailleurs, veulent absolument une vie différente, une vie d'épanouissement personnel, où on n'est pas stressé, où on n'a pas toutes ces petites tâches qui vous gâchent la vie. On a un principe éducatif dominant en ce moment, surtout dans les classes plus favorisées, d'une éducation absolument Bienveillante. bienveillante, Ouais. oui, bienveillante, où il n'est pas question ni de se fâcher, ni de punir, même si l'enfant se comporte avec très capricieux, et c'est insupportable pour les mères. Comment voulez-vous faire? Vous rentrez du travail à 8 heures, ou à 6 heures, pardon, et vous devez, pendant les heures qui suivent, être là à expliquer à un petit qui braille qu'il a tout à fait raison, il a des... Enfin, voilà. Et Le petit, vous lui en voulez je mets des guillemets, très tôt, puisque vous dites, pendant la grossesse, l'embryon devient le patron. Vous remettez en cause les injonctions à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas faire n'importe quoi pendant la grossesse. En même temps, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, tout ce que la médecine sait, ce serait criminel, Elisabeth Badinter, de fumer ou de picoler pendant qu'on est enceinte, ça, non? c'est vous qui le dites, les médecins, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu excessif. Aussitôt qu'on est déclarée enceinte,
plus un verre de vin de temps en temps, plus une cigarette de temps en temps. On est vraiment, d'une certaine façon, esclave de cette condition. Et de mon temps, c'est-à-dire dans les années 70, ça n'existait pas tout ça. Et ça s'est pas si mal passé. Vous, si vous étiez enceinte aujourd'hui, vous pensez que vous prendriez un petit verre de vin et une petite cigarette de temps en temps? Je confesse, oui. Vous pourriez résister à cette injonction médicale? Oui. Ouais. Oui. Vous parlez aussi des femmes qui n'hésitent plus à dire leur regret d'avoir eu des enfants. Vous êtes mère, est-ce que vous avez déjà eu des regrets d'avoir des enfants? Non. Mais j'ai aussi été mère dans des conditions quand même assez favorisées. Et non, au contraire, je voulais des enfants. Mais en même temps, je ne me posais pas la question de ne pas en avoir. Je veux dire, c'était naturel, c'était comme ça. Et bon, ça s'est très bien passé. Et vous les comprenez aujourd'hui, ces femmes qui ne veulent pas être mères? Absolument. Ouais. Absolument. Dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, en tant que femmes qui travaillent, voilà. Oui, je les comprends très bien. Je préfère 1000 fois qu'on ne fasse pas d'enfants que de faire des enfants qu'on ne peut pas assumer. Alors, on ne sait pas d'avance le poids que ça va représenter, mais 2 minutes de réflexion, ou plutôt 2 heures, c'est facile de voir tout ce qu'une femme a à faire pour être une bonne mère, et il n'y a pas de bonne mère. Et qu'est-ce que vous dites à celles qui, et à ceux d'ailleurs, parce que c'est aussi des questions d'hommes, ça, je ne veux pas d'enfants parce que le monde qu'on va leur laisser ne va pas, parce qu'il est trop compliqué, parce qu'on ne peut pas les laisser dans cet univers-là? Mais je respecte. Voilà, c'est les personnes qui pensent ça et n'ont pas tout à fait tort d'être méfiants à l'égard du futur. Je comprends. Je ne juge pas. Quand on a un couple qui n'a pas d'enfant, c'est le modèle le plus égalitaire, qui est le plus proche de l'égalité du couple. Le Point faisait il y a quelques jours sa une avec ce titre « Femmes-Hommes, la défiance ». Vous y étiez interviewé et vous y disiez que les néo-féministes n'ont pas fait progresser l'égalité. Est-ce que vous êtes encore féministe au sens 2024 du terme, dans tout ce que ce terme peut comporter de radicalité aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est effectivement important qu'on combatte les violences sexuelles, très important, et que ça a quand même été un sujet tabou pendant très longtemps. Pour autant, ça ne change pas le quotidien des femmes. L'immense majorité des femmes se trouvent dans des conditions quotidiennes qui sont difficiles. Et on ne s'en occupe pas. Voilà, c'est comme si ça n'intéressait personne. Face au problème de natalité qui nous touche et qui touche encore de manière plus dramatique, vous en parlez, l'Italie, la Corée du Sud, où le taux de natalité est catastrophique, Emmanuel Macron a appelé à un réarmement démographique. Comment faire pour freiner les effets de la dénatalité tout en respectant les droits des femmes, les droits légitimes des femmes? Est-ce que c'est pas là la quadrature du cercle? Eh bien, c'est pour ça que je dis, c'est à vous, les hommes, de faire un effort. C'est plus aux femmes. C'est à nous de faire un effort. Oui. C'est à nous de faire la vaisselle. C'est à nous de... Non, de partager, de partager. C'est pas toujours elle qui va penser au vaccin du petit, aux chaussures qui sont trop petites, etc. C'est le fait de la répétition quotidienne de ces centaines de petites obligations, mais importantes. Et la charge mentale. Et moi, ça me fait pas rire, la charge mentale. Alors que je vois que ça fait beaucoup rire certains hommes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est chichi, que c'est vraiment féministe, idiot. Voilà. La charge mentale, ça suscite trop souvent le ricanement. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants qui doivent penser ça, j'imagine. À peu près. Hein? J'ai une dernière question qui concerne Elisabeth Badinter, le rappeur iranien Toumaj Salehi. C'est un jeune artiste de 33 ans qui est engagé courageusement contre le pouvoir en place et qui soutient le mouvement de révolte des femmes en Iran. Ça lui vaut aujourd'hui d'être condamné à mort. Vous avez co-signé il y a quelques jours une tribune dans Le Monde pour nous éveiller, nous réveiller sur son sort. Quel est le message que vous voulez faire passer? Vous en appelez à qui ce matin? Aux démocrates, aux démocraties, qui ne bougent pas. Je suis très surprise que certaines guerres suscitent une vraie militance, je dirais, et que là, personne ne bouge. Vous pensez à qui? À Emmanuel Macron, au chef d'État, aux artistes? Qui doit se mobiliser? Aux populations, aux militants, aux universitaires, je n'entends rien. Et en particulier des néo-féministes. Les nouvelles féministes étant prises dans l'intersectionnalité des luttes, comme on dit, elles ne bougent pas, jamais un mot, jamais une manifestation. Parce que ce sont des femmes d'origine musulmane et qu'on ne touche pas aux régimes qui sont musulmans. S'il y avait une manifestation demain pour essayer de sauver ce jeune homme, vous seriez dans la rue? Ah oui. Merci beaucoup Elisabeth Badinter de nous avoir reçus chez vous. Messieurs, encore un effort promis, on va essayer de le faire, je vous promets. Votre dernier livre qui est publié chez Flammarion et chez Plon. Merci infiniment. Merci.